Les résultats se sont affichés à 11h42. Et ma mère avait déjà réservé la table, pas exactement réservée, plutôt mise de côté. Elle avait appelé le déniès de la route 9, 3 jours plus tôt. Et avait demandé au gérant de garder la banquette près de la fenêtre pour une célébration, ou... Enfin, on verra bien. 3 jours plus tôt, avant même que je n'entre dans le centre d'examen. Je ne le savais pas encore. Tout ce que je savais, debout sur le parking. L'écran de mon téléphone projetant une lumière blanche sur mon visage, c'était un seul mot. En rouge. Échec. Pas un pourcentage, pas une analyse par domaine de compétences, juste le mot. La façon dont le portail du NCLEX l'annonce toujours, de manière directe, définitive. Est conçu pour mettre fin au suspense en une demi-seconde. Pour que vous n'ayez pas le temps de vous préparer. Mon estomac s'est noué si fort que j'ai dû poser une main sur le capot de la voiture pour rester debout. 3e tentative. 3e fois que je regardais ce mot se former à partir de pixels, comme s'il m'attendait, moi. Spécifiquement. Ma mère s'est penchée par-dessus la console, m'a délicatement pris le téléphone des mains. De la même manière qu'on prendrait un couteau à un tout petit. Et a regardé l'écran sans changer la moindre expression. Pas de surprise. Pas le hoquet de stupeur que j'aurais attendu de quiconque m'aimant et n'ayant pas vu cela venir. Elle a posé le téléphone, écran contre le tableau de bord, m'a tapoté 2 fois le genou, et a dit. De la même voix que celle qu'elle utilisait pour les orteils cognés et le les renverser. Tu as juste besoin de te détendre un peu plus, ma chérie. Comme 11. Rien n'atteint jamais cette fille. Puis elle a passé la marche arrière. Nous a conduites à un dîner où une banquette nous attendait déjà. M'a commandé une pile de pancakes que je n'avais pas demandé. Et a mangé ses propres œufs comme si c'était un mardi, parce que c'était un mardi. Simplement pas un mardi ordinaire. Pas pour elle. Je ne comprendrais ce que cela signifiait à cette aisance. Cette préparation est que 9 jours plus tard. Le temps que je comprenne. Le camion poubelle qui passait dans notre rue chaque jeudi avait déjà fait une tournée. Sans que je sache qu'il fallait l'arrêter. Il repasserait dans 2 jours. Et quelque part, dans la poubelle de la salle de bain. Sous une boule de mouchoir et un élastique à cheveux cassés. Se trouvait la seule preuve matérielle que ce qui m'était arrivé ce matin-là n'était pas du tout un accident. Je vivais de nouveau chez mes parents, à Marsh Creek, depuis 14 mois. Dans la chambre qui avait encore les rubans de mon équipe de natation du lycée épinglés au-dessus du bureau. Parce que le loyer dans une ville qui avait vraiment besoin d'infirmières était un chiffre que je ne pouvais justifier de payer 2 fois. Une fois maintenant. Et une autre fois si j'échouais et que je devais relancer le compte à rebours pour une nouvelle tentative. Ma mère, Petashb, avait transformé cet arrangement en quelque chose qui ressemblait davantage à un travail. Elle faisait les courses. Elle maintenait le thermostat exactement à la température que j'aimais pour dormir. Et chaque soir à 21h30, sans faute, elle m'apportait mes 0,5 mg d'alprazolam dans le petit plat en céramique en forme de coquillage qui servait autrefois à ranger les épingles à cheveux. Car, selon ses propres mots, tu te laisses envahir par tes pensées et tu oublies des choses quand tu es stressé, et moi. Je n'oublie rien. Elle n'avait pas tort sur ce dernier point. Petashb n'oubliait rien. Elle avait voulu être infirmière en obstétrique, autrefois, avant que j'existe. Avant que ma sœur 11 n'existe. Elle était allée jusqu'à son 2e semestre de stage clinique dans un community college à 2 états de là. Avant de tomber enceinte de 11 à 19 ans. Et la lettre d'acceptation au programme de passerelle pour infirmière diplômée sur laquelle elle comptait était arrivée 4 mois après qu'elle eût déjà abandonné ses études. Elle avait gardé cette lettre. Je l'ai trouvée une fois, au lycée. Rangée dans une boîte à chaussures avec le bracelet d'hôpital de 11 et la photo d'un garçon qui n'était pas mon père. Elle n'en parlait jamais. Elle s'assurait simplement, par 100 petites manières pendant 20 ans. Que tout le monde dans cette maison sache exactement à quel point elle avait renoncé. Et exactement ce que cela valait. 11, 29 ans, sans emploi depuis qu'un stage en marketing avait échoué il y a 4 ans. Avait toujours la chambre en face de la mienne. Ma mère l'appelait, celle qui n'est jamais partie.
Comme si c'était un accomplissement plutôt qu'une stagnation. Il y avait un climatiseur de fenêtre dans la cuisine qui cliquetait avec un retard de 2 temps avant de se mettre à souffler de l'air froid. Et je m'étais si habitué au son que je pouvais dire quelle heure il était juste au timbre du cliquetis. Ma mère buvait la même marque de thé Rooibos à étiquette rouge chaque soir à 20h. Dans une tasse avec une ébréchure sur l'anse qu'elle refusait de jeter parce que c'était un cadeau de sa propre mère. De petites choses, sans intrigue, réelles. Le genre de maison dont on ne penserait jamais à se méfier. Il y avait eu un matin étrange, 2 ans plus tôt, que j'avais classé et presque oublié. Une sensation brumeuse, la tête lourde. Avant un important contrôle de compétences cliniques pendant ma 2e année d'école d'infirmière. À l'époque où j'envisageais sérieusement de changer pour un programme à 4 heures de route. Dans une ville où j'aurais eu mon propre appartement à 19 ans. J'avais mis ça sur le compte d'une mauvaise nuit de sommeil. Ma mère avait blâmé les bonbons à la mélatonine que j'avais commencé à prendre. Suggérant gentiment que j'arrête, qu'ils ne me convenaient manifestement pas. J'ai arrêté de les prendre. Je n'y ai plus pensé pendant 2 ans. Il y avait d'autres choses aussi, assez petites pour que je ne les remarque qu'une par une. Ma mère gardait mon planning d'études scotché sur le frigo et réorganisait mes soirées de révision en fonction des humeurs de Gigi. Sans me demander. Gigi passe une semaine difficile. Peux-tu faire moins de bruit après 20h? Elle avait acheté une carte pour ma lettre d'acceptation à ce programme à 4 heures de route. Il y a 2 ans, pour me féliciter. Puis n'avait plus jamais mentionné le déménagement jusqu'à ce que je laisse la date limite passer d'elle-même. En silence, comme on laisse un livre de bibliothèque devenir en retard au lieu de le rendre. À l'époque, je m'étais dit que je n'étais tout simplement pas prête. Elle n'a jamais insisté. Elle n'en a jamais eu besoin. Chaque année que je restais se fondait dans le climat ordinaire de la maison, les dîners du mardi. Le climatiseur qui cliquetait, le plat en coquillage sur le comptoir. Jusqu'à ce que cela ne ressemble plus du tout à un schéma. C'était juste la maison. 2 jours après le dîner. Encore tremblante à cause d'un mal de tête qui ne voulait pas passer et d'un brouillard qui semblait anormal. D'une manière que l'épuisement ordinaire n'était pas. Je suis allé dans une clinique sans rendez-vous de l'autre côté de la ville au lieu de celle près de la maison. Principalement parce que je ne voulais croiser personne qui connaissait ma mère. Le docteur Naomi Castellano, 11 ans en médecine d'urgence et de soins intensifs. A jeté un œil à mon dossier, un historique vierge, un seul anxiolytique prescrit. Aucune interaction médicamenteuse signalée et a quand même ordonné un bilan sanguin parce que je lui avais dit que le brouillard du matin de l'examen ne ressemblait pas à mon brouillard d'anxiété habituel. Il semblait plus lourd, plus lent, comme être sous l'eau avec le volume baissé. Je me suis dit que ce n'était rien en attendant les résultats. Je me suis dit que je perdais pied, que je faisais ce que ma mère disait toujours que je faisais. Transformer le stress en histoire. Puis le docteur Castellano est revenu avec l'imprimé et s'est assis en face de moi au lieu de rester dans l'embrasure de la porte. Ce qui est la façon de savoir qu'un médecin est sur le point de dire quelque chose d'important. Votre panel de métabolites ne correspond pas à votre prescription, a-t-elle dit. L'alprazolam se métabolise différemment de ce qui apparaît ici. Ce profil est plus cohérent avec une autre classe de sédatifs hypnotiques. Quelque chose comme le zolpidem. Avez-vous pris autre chose? Même quelque chose que vous ne pensiez pas significatif? Mes mains ont commencé à trembler avant même que j'aie complètement assimilé la phrase. Pas tout mon corps, juste mes mains, petites et spécifiques. Comme si elles avaient compris avant que le reste de moi ne suive. J'ai dit, non, je n'avais rien pris d'autre. Je savais que je n'avais rien pris d'autre. Le docteur Castellano l'a quand même documenté, date, heure, résultat. Mon déni de toute autre consommation de substances. Parce que c'est ce que 11 ans de pratique de la médecine vous apprennent à faire avec un chiffre qui ne colle pas. Elle m'a posé une série de questions prudentes et neutres. M'étais-je déjà senti comme ça avant? Quelqu'un d'autre avait-il accès à mes médicaments? Y avait-il une raison pour que quelqu'un dans mon foyer veuille que l'examen se passe mal? Je me souviens avoir ri à un son court et à cette dernière question. Parce que c'était une chose tellement étrange à se faire demander à voix haute par une étrangère en blouse de papier. Elle n'a pas ri avec moi. Elle a juste attendu, le stylo immobile, jusqu'à ce que je dise, non,
bien sûr que non. Et elle l'a noté aussi. Avant que je parte, elle m'a donné une copie imprimée du panel. Au cas où vous en auriez besoin pour quoi que ce soit plus tard. Ce qui semblait être une chose étrangement spécifique à dire, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Je l'ai ramené à la maison ce soir-là. L'imprimé plié dans mon sac comme quelque chose que je passais en contrebande. Et je me suis dit que j'aborderais le sujet en douceur. De la même manière qu'on signalerait une tache sur un canapé au lieu d'accuser quelqu'un d'avoir renversé quelque chose. J'ai trouvé ma mère dans la cuisine, sous le climatiseur cliquetant, et j'ai dit, prudemment, que le médecin avait trouvé quelque chose d'étrange dans mes analyses de sang le matin de l'examen. Quelque chose qui ne correspondait pas à ma prescription. Elle n'a pas demandé ce que c'était. Elle n'a pas demandé si j'allais bien. Pas tout de suite. Elle s'est essuyée les mains sur le torchon, l'a plié en 3. Et l'a posé sur la poignée du four avant même de se tourner vers moi. J'ai probablement pris le mauvais flacon dans l'armoire, a-t-elle dit. Tu sais. Je garde mon Ambien dans ce même tiroir depuis l'opération. J'ai été si fatigué ces derniers temps. Ma chérie. J'aurais pu te donner le mien par erreur et aucune de nous deux ne l'aurait remarqué dans le noir. Puis, avant que je puisse répondre, elle a traversé la cuisine et m'a prise dans ses bras. Le menton sur le dessus de ma tête, comme elle le faisait quand j'étais petite. Je me sens tellement mal. Est-ce que ça va? Tu as été sous tellement de pression. C'est pour ça. Que tu as échoué. C'était le brouillard? C'était une bonne réponse. C'était rapide, plausible, et ça avait la forme d'une excuse sans jamais dire une seule fois. Je suis désolé. Cela aussi, je ne l'ai remarqué que plus tard, remis l'échec sur mes épaules. Le brouillard, la pression, le tue. Je ne pouvais pas me défaire de l'histoire du « mauvais flacon ». Principalement parce que c'était si facile à vérifier. Je me suis connecté au portail patient de la pharmacie ce week-end-là et j'ai consulté mon propre historique de renouvellement. Ma prescription d'alprazolam, 30 comprimés, dernier renouvellement 3 semaines plus tôt. Prendre un comprimé au coucher. Le calcul était simple. Si je l'avais pris tous les soirs comme prévu, 20 comprimés auraient dû être partis et 10 devraient rester. J'ai compté le contenu du plat en coquillage par rapport au flacon dans le tiroir de ma table de nuit. 10 restants. Exactement 10. Ma propre prescription n'avait pas été touchée, pas une seule fois. Ce qui signifiait que ce qui s'était retrouvé dans mon système ce matin-là ne venait pas du tout de mon flacon. J'ai fouillé la poubelle de la salle de bain avant le ramassage du jeudi. Je n'en suis pas fier, mais je l'ai fait quand même, à genoux sur le carrelage à 23 heures. La lampe de poche de mon téléphone serrée entre les dents, triant des boules de coton. Un ticket de caisse de l'épicerie, et un élastique à cheveux cassés. Mes mains tremblaient si fortes à ce moment-là que j'ai fait tomber la lampe de poche 2 fois avant que mes doigts ne se referment enfin sur un petit flacon de pilules ambrées dont la moitié de l'étiquette était arrachée. Comme si quelqu'un l'avait décollée délibérément plutôt que de la laisser se déchirer toute seule. Pas de nom, pas de médicament imprimé sur ce qui restait, juste un numéro de prescription partielle. ARX 4471. Et un fragment d'une date de délivrance que je pouvais à peine déchiffrer sous la lumière de la salle de bain. Je suis resté assise sur le carrelage froid un long moment. Écoutant la télévision de ma mère murmurer à travers le mur. Avant de photographier le flacon sous 4 angles. De le sceller dans un sac de congélation pris dans le tiroir de la cuisine. Et de le glisser tout au fond de mon placard derrière une boîte de vieux rubans de natation. Comme si c'était quelque chose qui pouvait encore m'être pris si je le laissais à découvert. L'avis d'échec du conseil d'examen était accompagné d'une fenêtre standard de 60 jours pour une nouvelle tentative. Ce qui aurait dû être suffisant. Sauf que le poste à l'hôpital hors de l'état que j'avais conservé pendant 3 tentatives, un poste en médecine chirurgie dans un hôpital à 8 heures de route avec une prime d'embauche et une date de début qui avait déjà été repoussée une fois pour moi ne pouvait pas être repoussée à nouveau. J'ai appelé le recruteur, Grant Anna, le directeur du recrutement des infirmières de l'hôpital. Et je lui ai dit que j'avais besoin d'un peu plus de temps. Il a été aimable. Je lui plaisais, je pouvais le sentir. Il s'était battu pour cette première prolongation, mais il a aussi été honnête.
Je t'ai déjà obtenu 30 jours supplémentaires, Vivian, et ça n'a pas été facile, a-t-il dit. Si tu n'es pas diplômé d'ici le 15. Le poste va au candidat suivant. J'aimerais avoir de meilleures nouvelles. Vraiment. J'ai raccroché, je me suis assise sur le bord de mon lit et j'ai refait le calcul encore et encore. Comme si le résultat pouvait être différent la 5e fois. Ce n'était pas le cas. Le travail qui était censé être ma sortie de cette maison avait maintenant une date limite ferme qui tombait presque directement sur un examen de rattrapage que je n'avais même pas encore été autorisé à programmer. J'ai fait l'erreur de parler du flacon à 11 avant tout le monde, espérant, stupidement avec le recul, que ma propre sœur pourrait réellement être de mon côté. Au lieu de cela, 2 nuits plus tard, lors d'un dîner auquel ma mère avait spécifiquement invité notre tante, Gigi a abordé le sujet devant tout le monde, sa voix juste assez forte pour être entendue. Vivian pense que maman l'a droguée, a-t-elle dit, sans me regarder, faisant tourner sa fourchette dans du riz qu'elle ne mangeait pas. Parce qu'elle a encore raté un examen. C'est plus facile que d'admettre qu'elle n'est tout simplement pas aussi prête qu'elle le pense. Je n'ai jamais dit droguée, ai-je dit? Ma voix faisant ce truc où elle commence stable et se brise dans la deuxième moitié d'une phrase. En gros. Si. Tu as fouillé dans son armoire à pharmacie comme si elle était une suspecte. Tu fais toujours ça. Dès que quelque chose va mal pour toi. Il faut que quelqu'un d'autre soit le méchant. Gigi a cherché du soutien autour de la table et l'a obtenu sous la forme du silence soigneusement neutre de ma tante et du soupir doux et fatigué de ma mère. Celui qui disait, vous voyez ce que je dois endurer. Le lendemain matin. La discussion de groupe de la famille comptait 3 nouveaux messages de cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Suggérant gentiment que je fasse preuve d'un peu de grâce envers maman et que je me concentre sur mes propres affaires au lieu de semer la zizanie. Personne dans cette discussion n'avait vu le flacon. Personne n'avait demandé à le voir. Je fixais toujours mon téléphone, la gorge serrée, essayant de comprendre comment toute une famille élargie avait pu rendre un verdict sur des preuves qu'elle n'avait jamais vues. Quand il a sonné. Pas un texto, un appel d'un numéro que je n'avais pas enregistré. Mon ancienne instructrice clinique de l'école d'infirmière, avec qui j'avais perdu contact depuis 2 ans. Vivien, c'est le professeur Kowalczyk, a-t-elle dit avant même que j'ai fini de dire bonjour. J'ai reçu une demande de référence d'un hôpital en Ohio avec votre nom dessus. Et pendant que je l'écrivais, je n'arrêtais pas de penser à quelque chose et je voulais vous le demander directement. En fait, vous souvenez-vous de votre contrôle de compétences en obstétrique en 2e année? Vous sembliez si ailleurs ce matin-là. J'ai failli vous retirer de la rotation. J'ai laissé tomber à l'époque. Mais j'y pense depuis que votre ami m'a parlé de cette histoire d'examen au déjeuner des anciens élèves. Et je dois vous demander. Est-ce que cela a déjà été expliqué? Je n'avais parlé de l'examen à personne. Pas directement. Quelqu'un j'allais découvrir plus tard que c'était 11. Se plaignant à une amie commune qui en avait parlé à l'école en avait déjà diffusé une version dans le monde qui n'avait rien à voir avec le fait que je raconte mon histoire selon mes propres termes. Non, je me suis entendu dire, en fixant la photo du flacon ambré toujours ouverte sur mon téléphone. Ça n'a jamais été expliqué. Ni à l'époque, ni par personne. Le professeur Ella Kowalczyk avait passé 22 ans à enseigner les soins infirmiers obstétricaux et psychiatriques avant de prendre sa retraite pour une supervision clinique à temps partiel. Et elle se souvenait des dates comme certaines personnes se souviennent des anniversaires. Elle a retrouvé ses propres notes de ce contrôle de compétences. Elle avait tenu un journal de supervision pour chaque étudiant qu'elle avait failli retirer d'une rotation. Une habitude prise suite à un procès au début de sa carrière qui lui avait appris à tout documenter. Emma lut l'entrée par téléphone, l'étudiante semblait désorientée. Temps de réaction plus lent que la normale, à nier toute consommation de substances. Attribué à un mauvais sommeil. La date correspondait presque à la semaine près au printemps où j'envisageais sérieusement de déménager à 4 heures de route. C'était la première fois que la forme de quelque chose de plus grand qu'un mauvais matin d'examen commençait à se dessiner. Et cela m'a suffisamment effrayé pour que j'appelle enfin Raj Deshpande, pharmacien.
Qui tenait le comptoir de la pharmacie à 2 pâtés de maison de chez nous depuis 9 ans et qui avait rempli les ordonnances de ma mère pendant au moins 6 d'entre eux. Je lui ai apporté la photographie du flacon ambré et le numéro partiel, ARX 4471. Et il l'a comparé au registre du magasin pendant que je restais au comptoir en essayant de ne pas avoir l'air sur le point d'être malade. Je ne peux pas discuter de la prescription d'un autre patient avec vous, a-t-il dit prudemment. De la manière dont les pharmaciens sont formés pour dire les choses. Puis il a regardé l'écran à nouveau, et moi, et quelque chose dans son visage a changé. Ce que je peux vous dire, c'est que ce numéro de renouvellement appartient à une prescription active de zolpidem dans notre système. Rempli 9 jours avant la date que vous m'avez donnée. Et je peux vous dire que le journal de délivrance de la pharmacie montre que 30 comprimés ont été sortis lors de ce renouvellement. Si vous voulez savoir si le nombre restant correspond à ce qui devrait rester aujourd'hui. C'est quelque chose que le titulaire de la prescription devrait demander lui-même. Ou une demande formelle de dossier devrait venir de vous avec la documentation appropriée. Il a fait une pause. Mais 9 jours avant un événement, 30 comprimés délivrés. Ce n'est pas rien. Si j'étais vous, je garderais ce flacon en lieu sûr. Pas à la poubelle. Je l'avais déjà fait. Il n'avait pas bougé de cet endroit depuis la nuit où je l'avais trouvé. L'appel suivant était pour le bureau des aménagements aux examens du Conseil de l'Ordre des infirmières. Où Denise Okonkwo, 16 ans de conformité des licences, m'a expliqué ce qu'une demande d'incapacité documentée exigerait réellement si je voulais que ma 3e tentative soit annulée et qu'une nouvelle tentative soit accordée sans qu'elle ne compte dans ma limite de tentative. Elle a lu les exigences à partir d'une liste de contrôle qu'elle avait clairement mémorisée. Une constatation écrite d'incapacité au moment de l'examen par un médecin agréé. Les résultats toxicologiques eux-mêmes. Une déclaration personnelle signée de ma part établissant une chronologie, et, si possible, des preuves corroborantes liant la substance à une source spécifique et identifiable. Car le comité d'appel du Conseil s'était déjà fait avoir par des demandes sans autre fondement qu'un mauvais pressentiment. Le Conseil voit beaucoup d'excuses, m'a dit Denise, sans méchanceté. De l'anxiété liée aux examens déguisés en événement médical. Principalement. Ce que nous ne voyons pas très souvent. C'est un rapport toxicologique clair et un numéro de pharmacie correspondant provenant d'un titulaire de prescription identifiable. Si vous pouvez me fournir les deux formellement. Par écrit, notarié là où le formulaire le demande. Je peux faire passer cela par le comité d'appel en 2 semaines au lieu des 6 habituels. Je ne peux pas vous promettre le résultat. Je peux vous promettre que ce sera réellement examiné par de vraies personnes au lieu d'être rejeté d'un coup de tampon. 2 semaines. La date limite de Grand Anna était dans 19 jours, et quand je l'ai rappelé pour expliquer. En omettant soigneusement les parties qui ne le concernaient pas. Il est resté silencieux une seconde au téléphone avant de dire qu'il marquerait le dossier comme « en attente d'appel de licence » au lieu de le laisser simplement expirer. Ce qui m'a donné un peu de répit, mais pas beaucoup. « Je suis de tout cœur avec vous, Vivien », a-t-il dit. « Je le pense vraiment, mais je ne contrôle pas la date de début. Et le Conseil non plus. Donnez-moi juste quelque chose avant le 15. N'importe quoi que je puisse montrer à mon directeur. » Je suis retourné voir Raj Deshpande l'après-midi suivant et j'ai demandé ce que signifiait exactement « demande formelle de dossier » en pratique. Car la liste de contrôle de Denise voulait la documentation complète sur du papier à en-tête de la pharmacie. Pas une capture d'écran d'une cliente inquiète. Il m'a guidé à travers le formulaire lui-même, à vérifier chaque champ avant de le soumettre. Et m'a dit sans détour qu'une fois la demande traitée, les registres de la pharmacie montreraient sur papier quel nom et quelle carte d'assurance avait payé pour 30 comprimés de zolpidem 9 jours avant mon examen. Je n'aime pas être au milieu d'une affaire de famille. A-t-il dit en faisant glisser le reçu de confirmation sur le comptoir. Mais une prescription est une prescription. La paperasse ne se soucie pas des sentiments qu'elle blesse. Pendant les 4 jours suivants, je n'ai presque pas dormi, assemblant un dossier. Le rapport toxicologique du docteur Castellano. La confirmation écrite de Raj Deshpande de la date et de la quantité de délivrance. L'entrée du journal de supervision du professeur Kowalczyk datant de 2 ans plus tôt. Et des photographies du flacon ambré sous tous les angles auxquels je pouvais penser.
Mes mains n'arrêtaient pas de trembler dès la deuxième nuit. Pas de peur, exactement. Plutôt comme un courant qui passait sous ma peau et ne s'éteignait jamais complètement. Je ne pouvais pas manger plus de quelques bouchées à la fois. Et 2 fois je me suis surprise debout au milieu d'une pièce sans aucun souvenir d'y être entré. Mon cœur battant la chamade sans raison apparente. Je n'arrêtais pas de faire le calcul de la date limite dans ma tête, encore et encore. Comme on appuie sur un bleu pour vérifier s'il fait encore mal. J'ai rejoué la confrontation une douzaine de fois dans ma tête cette semaine-là. Et aucune ne se terminait d'une manière qui me satisfaisait. Si je ne disais rien et laissais le processus du conseil suivre son cours discrètement, ma mère finirait par recevoir un avis officiel par la poste sans aucun avertissement, sans aucune chance de s'expliquer en face de moi, et une partie de moi. Celle qui avait passé 26 ans à être aimée par elle, mal mais pas fictivement, ne pouvait pas supporter de la prendre en embuscade comme ça. Si je lui disais franchement, il n'y avait aucune chance que 11 ne le sache pas dans l'heure. Et 11 n'avait rien d'autre. Pas de travail, pas d'appartement. Pas de plan B si le seul adulte stable de sa vie était formellement accusé de quelque chose comme ça. Je ne pesais pas le pour et le contre de savoir si ma mère méritait des conséquences. Je pesais le pour et le contre de savoir si ma sœur pourrait survivre en les voyant arriver. Car sous la paperasse se cachait une décision que je ne m'étais pas permise de regarder directement. Si je soumettais cet appel, cela ne resterait pas silencieux. Denise Okonko avait été claire sur le fait que les appels formels pour aménagement nécessitent parfois la réponse de la partie accusée pour le dossier. Ma mère devrait savoir officiellement, par écrit, exactement ce que j'avais. Et une fois que cela arriverait, il n'y avait aucune version de notre famille où 11 ne le découvrirait pas aussi. 11, qui avait construit toute son identité d'adulte autour du fait d'être la fille qui restait, qui dépendait complètement de notre mère. Et qui perdrait très probablement la fragile stabilité qui lui restait si la personne dont elle dépendait était soudainement, indéniablement, exposée comme quelqu'un qui avait drogué sa propre fille. Je ne protégeais pas une méchante. J'essayais de savoir si je pouvais survivre en disant la vérité sans détruire la seule personne dans cette maison qui avait encore moins de pouvoir que moi. J'avais jusqu'à vendredi pour déposer ma demande auprès du conseil si je voulais avoir une chance. Que l'aménagement soit approuvé avant la date limite de Grand Anna. C'était mercredi soir, 23h50. Et j'étais assise sur le sol de ma chambre avec le dossier sur mes genoux et les pas de ma mère audibles de l'autre côté du mur. Se dirigeant vers la cuisine, vers l'armoire où les pilules étaient gardées. Selon son horaire habituel de 21h30 qui avait glissé plus tard ce soir-là. Mes genoux ont un peu fléchi rien qu'en me levant. J'avais 2 choix. Et j'avais peut-être 6 heures pour en faire un avant que la version des événements qui parviendrait à ma mère ne vienne de quelqu'un d'autre. Dans une pièce où je n'étais pas, façonnée par tout ce qu'elle déciderait de dire en premier. J'ai ramassé le dossier. J'ai marché vers la cuisine. Le temps que les résultats du rattrapage soient réellement publiés 3 semaines plus tard. La discussion de groupe de la famille s'était déjà scindée en 2 fils distincts. Un avec mon nom encore dedans, un sans. Et j'ai appris l'existence du second par ma tante, presque par accident. D'une voix qui laissait clairement entendre qu'elle supposait que je le savais déjà. Ça ne s'était pas passé comme je l'avais répété dans ma tête en descendant ce couloir. Je n'avais pas prévu de le faire ce soir-là du tout. En fait, j'avais l'intention de déposer ma demande discrètement auprès du conseil d'abord et de laisser le processus suivre son cours. Mais ma mère était debout au comptoir quand je suis entré. La bouilloire commençant tout juste à siffler. Et quelque chose à propos du dossier dans mes mains a dû se voir sur mon visage car elle a demandé d'un ton léger. Trop léger, qu'est-ce que c'est? Alors je lui ai dit. Pas comme une accusation, pas de la manière dont 11 l'avait présenté au dîner. J'ai étalé le dossier sur la table de la cuisine, page par page. Le rapport toxicologique. La confirmation de la pharmacie avec son propre nom et son numéro de prescription imprimé en haut. L'entrée du journal du professeur Kowalczyk datant de 2 ans plus tôt. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. La bouilloire a crié derrière elle tout le temps. Et elle ne s'est jamais retournée pour l'enlever du feu. Elle a regardé chaque page. Elle a lu l'imprimé de la pharmacie 2 fois,
et elle n'a jamais prononcé les mots. C'est moi qui l'ai fait. Ce qu'elle a dit à la place. En fixant son propre nom sur un morceau de papier qu'elle ne pouvait pas justifier par une histoire de pièces sombres et de flacons mélangés. C'était. Tu ne comprends pas ce que c'est que de construire toute sa vie autour du besoin que les gens ont de vous. Puis de regarder chacun d'entre eux se préparer à partir. Sa voix tremblait à la fin. Pas un tremblement de comédie. Le vrai. Celui qui vient de quelque chose d'ancien. J'ai tout abandonné pour cette famille, tout. Et tu allais franchir la porte à la seconde où tu passerais cet examen. Tout comme tu as failli le faire il y a 2 ans. Et je me serais retrouvé avec rien à nouveau. Je ne pouvais pas. J'avais juste besoin d'un peu plus de temps. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Un peu plus de temps. Je suis resté là, avec la bouilloire qui criait toujours, et je l'ai laissé finir. Et quand elle a eu terminé, quand le silence est enfin venu, je me suis entendu dire la seule chose qui me restait. Tu devrais essayer de te détendre parfois, maman. Il paraît que ça aide. Elle n'a pas répondu à ça. Je ne pense pas qu'il y avait de réponse. J'ai déposé ma demande auprès du conseil le lendemain matin. Le comité de Denise au concours l'a examiné en 11 jours, et non les 14 promis. Le numéro de renouvellement de la pharmacie, au final, était la pièce que personne ne pouvait contester. Et ils ont accordé un aménagement pour incapacité documentée. Une nouvelle tentative non comptée dans ma limite. Avec une date reprogrammée qui tombait 6 jours avant la date limite de Grand Anna. J'ai réussi. Pas de justesse, non plus. Le genre de score qui vient de quelqu'un qui connaissait réellement la matière depuis le début et qui avait juste besoin de retrouver son propre cerveau pendant 4 heures. 11 n'est pas venu au petit dîner que ma tante a organisé pour fêter ça. Elle a envoyé un seul texto, à moi directement cette fois, au lieu de la discussion de groupe. J'espère que tu es contente d'avoir fait exploser la seule famille qu'il nous restait. Ma mère n'a pas déménagé, n'est pas partie, ni n'a disparu dans un 3e acte de conséquence. Elle vit toujours dans cette maison avec Gigi. Les deux gravitant l'une autour de l'autre comme elles l'ont toujours fait. Et je comprends, dans la partie la plus froide et la plus honnête de moi-même, que 11 ne me pardonnera peut-être jamais d'avoir détruit la version de notre mère en laquelle elle avait besoin de croire. Je ne sais pas si j'ai pardonné à Pet non plus. J'ai juste arrêté d'attendre de le faire. 6 semaines plus tard, j'ai scanné mon badge à une entrée latérale en Ohio à 6h47. Et il a émis un bip vert. Le nom sur le petit écran disait « HB, vous pouvez entrer ». La première fois que je voyais ces 2 lettres attachées à mon propre nom ailleurs que sur un diplôme que je n'avais pas pu regarder sans grimacer. Une infirmière que je ne connaissais pas encore m'a tenu la porte et a dit « Premier jour » et j'ai dit « Oui ». Et elle a dit « Tout ira bien ». De la manière facile et insouciante dont les gens disent des choses qu'ils n'ont aucune raison de mettre en doute. Ma mère et moi nous parlons une fois par mois maintenant, à heure fixe. Comme on gérerait une prescription dont on n'est pas sûr d'avoir encore besoin mais qu'on n'est pas prêt à arrêter de renouveler non plus. La dernière fois, vers la fin de l'appel. Je l'ai entendu en arrière-plan avant qu'elle ne dise au revoir. Le petit son spécifique d'un flacon de pilule qu'on pose sur une étagère. Pas ouvert, pas secoué, juste posé doucement, comme on range quelque chose qu'on a décidé. Pour l'instant, de laisser tranquille. Je l'ai laissé le garder. J'ai raccroché le téléphone, et pour la première fois en 20 ans. Personne dans cette maison n'avait besoin que j'échoue.